Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff, Steve, Danny et Niki. Et bienvenue sur la chaîne Les Deux Pions. et c'est notre grand plaisir aujourd'hui d'être réunis les quatre pour une deuxième fois après notre vidéo d'annonce pour faire un en vrac en mode décontracte avec notre petit breuvage. Yes. Danny, Nicole, vous n'avez pas votre petite tasse, votre petit breuvage tranquille pour écouter ça là, tranquillement, jaser avec nous autres, non? Pas encore. On travaille là-dessus. Hey, c'est correct, c'est l'expérience. Le café est en train de couler, là. Oui, c'est ça. Ça sent jusqu'ici. Je pense qu'il vient juste de se lever. C'est l'expérience, Il faut dire, Steve, qu'ils reviennent du show de Muse hier. Donc, ils sont un petit peu, les yeux pochés, un petit peu la voix enrouée, un petit peu fatigués. Ça aurait été parfait un petit café, mais ils apprennent, hein, Steve, c'est leur premier en vrac. Donc, ils découvrent comment ça se passe. C'est pour ceux ce serait la première fois qu'ils nous écoutent, qui écoutent la chaîne Les Deux Pions avec en vrac comme ça. On parle de jeux, mais on parle de plusieurs jeux dans une atmosphère décontractée, tranquille, relax. On ne se prend pas trop au sérieux, on rigole. Et aujourd'hui, on a un programme très chargé. Notre objectif, c'est vous parler de 7 jeux. Pas plus, pas moins. Donc, on les a présentés un petit peu dans la description de la vidéo, si vous l'avez lu. Mais en gros, on va vous parler de Settlement, Orichalc, Mine MGMT, Mido, Bad Company, Stupéfix et finalement Golem. On va vous présenter ça dans cet ordre-là. Donc, si y a un jeu que vous ne voulez pas entendre parler, ben, faites comme d'habitude, là, skippez puis utilisez les chapitres. Mais sinon, écoutez-nous au complet parce que ça va être vraiment intéressant. Ça devrait être drôle, c'est sûr qu'on va dire des niaiseries. On va essayer de dire des niaiseries. Nicole, Danny, êtes-vous excitée de faire votre premier en vrac avec nous? Oui, outre les petits yeux pochés et le manque de sommeil, on est en pleine forme, super excités de commencer ça. C'est drôle, on voit pas la différence avec Danny, par exemple. Allume. Good. Fait que je vous propose de commencer ça tout de suite avec le premier jeu qu'on a annoncé dans le petit menu. On parle de Settlement. En fait, les deux premiers jeux, je les ai placés dans cet ordre-là pour une raison bien spécifique, Settlement et Orichalc, qui sont sortis à peu près dans la même période, qui ont été présentés au Delirium ludique à peu près dans la même année, la même édition. Et c'est des jeux, en tout cas pour nous, là, moi et Steve, surtout Danny, Nicole, vous pourrez le dire, qu'on a découvert presque en même temps. Donc, c'est des jeux que j'ai eu comme une tendance à comparer. C'est des jeux à peu près de même poids, même format, tout ça, avec des mécaniques légèrement différentes, mais on va en parler, puis vous verrez bien. Donc, Settlement, peut-être, on va laisser l'honneur aux dames, à la dame, de nous en parler, Settlement. Comment tu as connu ce jeu-là, puis comment tu as apprécié le jeu? Ben écoute, tu t'en as parlé il y a quelques instants en disant que vous aviez découvert ces jeux-là au Delirium. Ben nous autres aussi, en fait, on avait la chance de les présenter pendant la dernière édition du Delirium, autant Settlement qu'Orichalc. Donc, pour Settlement, ça a été aussi une belle découverte, un beau jeu où on va utiliser beaucoup la mécanique de placement d'ouvriers, où on va pouvoir créer son propre village, découvrir des contrées lointaines, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le jeu, une belle gestion de ressources assez serrée. En 6 rounds, ça se passe super bien. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai découvert à ce moment-là, j'ai fortement apprécié. Oui, il y a comme un beau petit engine building en plus, parce que tu peux créer, quand tu construis ton village, tu essaies de te créer ton engin qui te produit une ressource que l'autre, tu l'utilises, puis après, moi, c'est une des mécaniques que j'ai bien aimées là, dans Settlement. Oui, j'ai aimé la mécanique d'engine building. Mais tu vois, moi, on dirait que ça me laissait un petit peu sur mon appétit, ce fameux engine building-là. Ce que j'aimais beaucoup, en tout cas, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'est le volet village, parce qu'il y a comme 2 sections dans le jeu. Il y a la section du haut où on va explorer les alentours, puis là, il peut y avoir des monstres, tout ça, puis on va aller récolter des ressources. Mais il y a la section du bas où on va développer notre ville, et là, on va mettre des ouvriers pour activer une ligne qui va nous permettre,
quand on va construire des bâtiments, que notre ligne soit toujours un peu plus forte. Bien, toujours. En fait, on peut avoir jusqu'à 3 bâtiments. Fait qu'elle va être plus forte quand on va avoir bâti les 3 bâtiments, puis on va pouvoir activer ça dans l'ordre qu'on veut. Moi, je comparais ce bout-là un petit peu à un autre jeu qui est Santa Maria. J'espère que je ne fais pas d'erreur. C'est Santa Maria ou... voyons, maudite marde, je l'ai en tête, puis je l'ai perdu. Un autre jeu qui a le même principe. En tout cas, je vais vous revenir avec le nom du jeu dans pas long. Mais j'ai trouvé qu'il était très, très mini. Très mini. Il n'y a pas un gros engine building là-dessus. Là. Fait que c'est peut-être l'aspect que j'aurais aimé qu'on puisse faire des lignes, mais peut-être aussi des colonnes, ou quelque chose comme ça. Ben, c'est quand même une force pour le jeu, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être surcompliqué. C'est pas un jeu avec un tableau avec 17 cartes que tu vas en sélectionner 13 parmi les 17 puis que ça devient, là, à ta minute, j'ai besoin de 20 minutes pour tout faire mon tour. C'est 3 bâtiments au maximum dans un 3x3. Puis quand tu as fait tes 3 bâtiments, tu peux faire une autre ligne de 2 bâtiments sur 3. Fait qu'effectivement, quand on construit des bâtiments, l'ordre est important pour créer une synergie de je vais récolter la ressource X pour pouvoir modifier ça en ressource Y, puis la ressource Y va me donner des points de victoire. Cette ligne-là, à chaque fois que je vais l'activer, va me donner des points de victoire. Fait qu'à un moment donné, plus la game avance, plus la synergie de nos rangées de lignes va devenir optimale. Là. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé du jeu. Là. Puis moi, il y a un autre point aussi que je trouve bien intéressant, puis ça m'a surpris, c'est que dans la partie que j'ai jouée, j'ai un de mes amis qui a rien fait dans le village et s'est concentré juste dans l'exploration, puis il était proche de gagner. Là. Il n'y avait rien dans son village, là. Aucune carte, peut-être une ligne qu'il n'a pratiquement pas utilisée. Moi, j'avais le full village, puis mon exploration un petit peu moins. Puis, il y avait une autre personne qui était Marc, que lui, il s'est focusé sur les cristaux pour essayer de l'emmagasiner, puis qui a créé une rareté de cristaux. Là, c'était rendu qu'on avait besoin de tous nos cristaux, puis on les réutilisait tout de suite pour pas qu'ils nous les volent. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est vraiment, il y a eu 3 joueurs, 3 manières différentes de faire des points, puis qu'on était tous proches l'un de l'autre. Là. Tout à fait d'accord. Oui, effectivement. Je vais vous poser une question. Moi, j'ai joué plusieurs parties. J'ai eu un certain feeling. Je vais vous poser la question pour avoir votre avis. Avez-vous l'impression qu'après 2-3 parties, vous aviez un peu refait la même chose, que ça venait vite, qu'on avait vite fait le tour du jeu, que c'était quand même assez facile de tout faire, de tout voir dans le jeu en quelques parties? Avez-vous ce feeling-là ou c'est juste moi? Oui, mais en même temps, je pense que c'est un jeu, je veux dire, initiation de un peu worker placement à cette mécanique-là de petit engine building. Il y a plein de petites mécaniques qui sont prises dans le jeu. Je pense que pour débuter ou pour une partie un peu plus légère, des fois, on veut un peu moins se casser la tête. Moi, je trouvais que ça faisait bien le boulot, mais oui, peut-être qu'au niveau de des choix de stratégie, peut-être que ça revient un petit peu plus là, souvent à la même chose, effectivement. D'accord aussi. C'est un jeu que oui, après une couple de parties, ça va toujours se ressembler. Tu vas toujours faire ton village. Tu vas toujours, tu vas voir un type de bâtiment, tu vas dire oui, je vais le reprendre parce que je sais qu'il va bien avec celui-là. Effectivement, mais il y a un côté satisfaisant. Moi, j'aurais pas de problème de leur jouer, même si je leur fais de voir certains bâtiments, mais j'aurais peut-être le goût à un moment donné, ce coup-là, je vais peut-être essayer un peu plus d'emmagasiner des ressources, puis prendre ces bâtiments-là, puis les emmagasiner. Ou je vais essayer cette game-là un peu plus l'exploration. Mais effectivement, ça reste un jeu léger. Là, c'est pas. Ouais. Ben, c'est la raison. C'est dans le choix des jeux à animer lors des conventions de tout genre, le type de jeu est important. Je ne peux pas vous arriver avec le top 3 des jeux les plus complexes que ça va me prendre 1h15 à expliquer chacun d'eux. Il faut que ça soit, sans être trop filler puis trop facile ou simpliste comme jeu. Je trouve que Settlement se met exactement à la bonne place dans le milieu, là, en fin de compte. Là. C'est un bon gateway. Oui, le terme est bon. Oui, c'est un bon jeu, c'est facile à mettre en place, c'est facile à prendre en main pour les gens aussi. Plein de petites mécaniques qu'ils peuvent utiliser, tester. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Là. Comme tu disais, Steve Jeff, en fait, on peut rejouer n'importe quand. Est-ce qu'on part à la table maintenant? Ou... Mais effectivement, puis moi, ma conjointe Nathalie, elle a vraiment beaucoup aimé ça. Mais moi, j'ai juste eu ce petit feeling-là, là, mais c'était le fun, j'ai apprécié, mais oui, quand même, au niveau, on va le mettre plus au niveau léger, médium, à peu près, là, en termes de poids, puis très accessible aussi. Puis c'est un jeu qui est beau. On est d'accord avec ça aussi, c'est un jeu qui est très beau. Très beau.
Ils ont même travaillé sur les petits meeples de monstres là, qu'on peut rencontrer, qui sont tous différents. Tu sais, bon, oui, dans la couleur, parce que ça vient un peu avec le système, la mécanique du jeu, mais même la forme des petits dragons. Tu sais, c'était pas une obligation. Il aurait pu tout être pareil, juste 4 couleurs différentes, puis déjà là, ils sont allés faire autre chose. Ouais, je trouvais ça cool. Effectivement, je suis en train de les montrer ici un peu à l'écran. Là, on les voit ici, les monstres jaunes, rouges, bleus et verts qui ont chacun une force différente. Puis l'iconographie, super bon, simple. C'est pas un jeu que tu as besoin de retourner dans les règles. Il est vraiment côté artistique très beau aussi. C'est un beau jeu qui paraît bien sur la table avec la carte que tu t'explores. Fait que non, moi je trouve qu'ils ont vraiment fait de quoi de bien à ce niveau-là. Après vérification, là, je confirme, c'est bien Santa Maria. Je cherchais depuis que vous parlez, j'étais sur mon téléphone, j'essayais de retrouver le nom du jeu. Ça m'arrive des fois, c'est parce que je le mélange avec un autre jeu qui a un titre similaire, auquel je n'ai même pas joué, mais des fois, je mélange les deux. Mais dans Santa Maria, il y a le principe justement de drafting de dés, puis les dés vont activer des lignes ou des colonnes que tu vas aller améliorer. Donc, si vous aimez ce genre-là, moi, j'adore ce principe-là d'améliorer une ligne ou une colonne, puis d'activer tous les bâtiments dedans pour avoir les pouvoirs. Santa Maria, c'en est un là, qui fait très, très bien le boulot. Donc, c'est pas mal ça pour Settlement. On passe au deuxième. Yes! Notre deuxième est effectivement, Steve, Oricalc ou Oricalcum en anglais, un autre jeu de 2022. Un jeu que moi, j'ai particulièrement aimé, puis c'est pour ça que je l'avais mis avec Settlement, un après l'autre, parce que pour moi, dans ma tête, c'est comme deux jeux qui sont arrivés un peu en même temps, fait que j'ai eu tendance à les comparer. Puis j'avais entendu des critiques mitigées pour Oricalc, fait que je l'avais abordé vraiment reculons un petit peu en me disant, ben regarde, il faut que j'y joue, il faut que je l'essaye, je vais voir. Puis finalement, j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris. J'ai aimé plus ça que je pensais. Puis on a joué plusieurs parties avec la famille ici à 2, à 3. Puis moi, je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Je l'ai préféré personnellement à Settlement, alors que je m'attendais à l'inverse. Je m'attendais à préférer Settlement, mais j'ai préféré Oricalc. Mais je pense que je suis un peu à contre-courant. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, on l'a dit tantôt, Settlement est un beau jeu. Je vais m'arrêter à dire beau, je ne vais pas m'emballer et j'ai tendance souvent à m'emballer. Mais Oricalc, moi personnellement, je le trouve extrêmement beau. Tout est beau. La boîte est belle, le matériel est beau, les outils qu'on utilise dans le jeu, tout est super beau. Puis souvent, c'est un incitatif à faire comme si le jeu est beau, il doit être excellent. Des fois, il faut rationaliser. La qualité artistique ne fait pas en sorte que la mécanique ou tout le reste est parfait. Oricalc, moi, personnellement, pour y avoir joué quelques parties, j'ai aimé le sentiment. Encore là, c'est pas un jeu super compliqué. On est dans le moyen. Là, c'est un beau gateway, comme que tu disais tantôt, Steve. La seule affaire, c'est que j'avais un peu l'impression qu'il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs. Pardon. Je fais mes choses sur mon plateau. Puis c'est correct, il y en a qui aiment ça aussi. Là. Il y en a qui aiment ça développer son plateau puis récolter les fruits de ce qu'il a fait en fin de compte. Là. Je vais enchérir sur ce que tu dis, en fait. L'interaction, effectivement, n'est pas hyper présente, mais en même temps, quand on va faire la sélection d'actions à la rivière, là, qu'on va choisir la carte avec la tuile qu'on va pouvoir poser ce tour-là, tu peux des fois faire des choix qui sont bons pour toi. Des fois, tu peux réaliser qu'il y a des choix qui sont peut-être moins bons aussi pour les autres, puis choisir en conséquence parce qu'il y a certains coûts pour aller chercher certaines actions. Et là, je pense que ça peut un peu recalibrer ce manque d'interaction-là. C'est là que tu vas peut-être regarder un peu plus que les autres. D'accord avec ce que tu dis, Nicole. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Je pense que c'est là qu'il y a l'interaction au niveau de la sélection des tuiles. Comme indirect, si on peut dire ça comme ça. Oui. Moi, tu vois, c'est un jeu que je suis resté sur mon appétit, moi. Tu vois, j'ai joué quelques parties, puis j'avais pas le sentiment de... Tu sais, mettons, si je le compare maintenant à Settlement, tu sais, quand tu places ton bonhomme, là, tu fais tous tes mix, là, tu places tes ressources, là, tu vas chercher celle-là, puis là, tu peux aller chercher telle carte, tu sais. Il y a comme un petit côté satisfaisant. Lui, je l'ai trouvé, pour moi, là, je l'ai trouvé monotone. Tu sais, j'allais chercher, je plaçais, puis après ça, bon, j'avais un monstre, puis là, je recouvrais, puis
sais, j'ai joué. Steve, monotone. Hey, l'aspect course dedans, il faut en parler. Là. Nous, à chaque partie que j'ai joué, là, ça s'est fini là, au fil d'arrivée. Il faut vraiment que tu regardes ce que l'autre fait. Est-ce qu'il va être capable de faire 2 points en un tour? J'ai eu beaucoup de parties où j'avais des combos vraiment le fun ou qui me permettaient de faire 2-3 points dans un tour. Fait que là, il faut que tu regardes ça. Puis là, ah non, merde, il a pris la tuile qui m'aurait permis de le faire. Fait que là, je vais être obligé d'attendre un tour de plus. Je trouve ça quand même étrange, Steve, que tu dises monotone. Moi, j'ai trouvé que c'était excitant, au contraire, puis qu'on pouvait facilement se faire surprendre, justement, à jouer une partie un peu tranquillos dans notre coin sans regarder ce que les autres font, parce que c'est là que tu perds à ce moment-là, parce que l'autre, il te pogne au fil d'arrivée, puis il gagne. Peut-être, mais je parle plus le sentiment de jeu. Même si tu accélères, ça reste que je sais pas, tu places ta tuile terrain, puis là, tu essaies d'avoir, mettons, tes terrains différents pour pouvoir mettre, mettons, ton temple, mais je trouvais que il manquait quelque chose. Ça, c'était un feeling personnel là, sur un petit côté satisfaisant, mettons, je vais l'appeler comme ça. Peut-être que oui, il y a une course, mais je sais pas, placer une tuile, tu la plaçais, puis dans le fond, je sentais pas qu'il y avait de quoi de particulier juste à placer, mettons, tes terrains. Puis là, tu voulais essayer d'aller recouvrir des soldats pour après battre les monstres. Puis après, tu dépensais tes monstres pour faire une action supplémentaire. Mais je sais pas. Moi, je l'ai senti. Il était comme tombé à plat. Moi, c'est mon feeling personnel pour Orichalque. Mais disons, Steve, est-ce que le fait que le jeu, parce que c'est quand même un jeu Bruno Catala, bon, on connaît tous Bruno, il a fait des milliers de jeux, à toi, des centaines de jeux, peu importe, mais je veux dire, il en a fait tout des plein. Milliards. Des millions, bref, là, une infinie. Bon, faire ta part, est-ce que c'est possible que les attentes étaient plus élevées parce que c'était un Catalan partant ou? C'est pas impossible. Peut-être, oui, puis je sais pas. Il était beau, j'avais le goût qu'il soit hot, justement. Fait que, le setup, puis je sais pas, je pense que mon attente était peut-être trop élevée, effectivement. Parce que souvent, mettons, je vais prendre juste King Domino, mettons. Il y a quand même de quoi de satisfaisant, à coller puis tes multiplicateurs, puis là, tu essaies de le placer, là, tu n'as pas la bonne tuile. Mais j'avais pas ce feeling-là pour ce jeu-là. Permets-moi de ne pas être d'accord. Mais tu as le droit à ton opinion. Danny, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je rejoins un peu Steve. Pas autant que lui, mais je comprends ce qu'il dit. Est-ce que ça aurait été, puis est-ce qu'une extension est possible? Tu l'as mentionné, ça pourrait, des fois, il y a des extensions que tu fais comme, mais le jeu de base était déjà bien bon, j'avais pas besoin d'une extension pour me compliquer la tâche d'expliquer les règles. Mais c'est ça, dans ce cas-là, est-ce qu'une extension pourrait bonifier le jeu, puis faire comme, OK, là, on peut s'attaquer de joueur en joueur ou un plateau à technologie avec une nouvelle type de tuiles qu'on peut ramasser pour augmenter une tuile de technologie. C'est ça. Mais je te rejoins un peu là-dessus. Là. On a comme un croisé là, d'opinions inverses. Ben, moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je rejoins Jeff, l'aspect court peut être très présent. On peut avoir beaucoup de plaisir à regarder ce que les autres font, la sélection d'actions. Je pense qu'il y a une petite interaction là. Je vous rejoins aussi, Steve et Danny, sur le fait que à un moment donné, on dirait que il manque un petit quelque chose, mais c'est pas. Je pense que ça dépend aussi avec les gens avec qui tu joues, puis je pense que ça dépend aussi si c'est ta première ou ta deuxième ou ta troisième partie. Parce que la première partie, j'ai eu un sentiment un peu, de dire, même, il me semble qu'il me manque quelque chose, mais peut-être qu'on était davantage concentrés sur ce qu'on avait, nous, à faire. Tu sais, moins dans l'interaction, se dire, il n'y en a pas. Mais j'ai une hypothèse. J'ai une hypothèse là-dessus. Est-ce que vous l'avez abordé peut-être comme un jeu plus moyen et lourd, alors que c'est un jeu plus léger, moyen? Parce que c'est un jeu qui est court, hein? C'est un jeu de course, encore là, je le répète. Là. L'objectif, c'est d'être le premier à avoir 5 points, puis ça peut aller très, très vite, on peut se faire surprendre. Puis c'est un jeu qui est court, fait que tu sais, pour un petit jeu court avec un beau matériel, tout ça, puis là, dans l'image que j'ai actuellement, on voit là, la section où on va mettre nos soldats, j'ai oublié le nom, les phalanx, je pense, il me semble que c'est ça le terme, là. Les phalanx, l'orichalque et les créatures. Puis les petits icônes que vous voyez ici, c'est les actions ça va nous permettre de refaire des actions en dépensant ces choses-là. Et ça, là, c'est hyper important dans le jeu. Il faut planifier ça. Puis, c'est vraiment une course. Fait que j'ai comme le feeling que le fait que vous ayez peut-être fait comme un petit peu, c'est peut-être que vous l'avez perçu comme un jeu un peu plus lourd que ce qui est vraiment, non?
Mais je vais parler pour moi, là. Ouais. Je pense que c'est peut-être aussi le type de jeu placement sur. Parce que je vais donner une idée, un autre jeu que moi, j'ai pas trippé, puis il y a plein de gens qui l'aiment. Là. Tu sais, c'est Acropolis. Ouais, Moi, c'est bon. Acropolis, j'ai pas trippé là-dessus non plus. OK. Mais puis pourtant, là, il a gagné des. Ben, je Ouais, il a pense gagné qu'il a l'As gagné un d'or. prix. Ouais, il a Bon, il a gagné l'As l'As d'or. Il y a plein de gens qui aiment ça. Moi, j'ai pas trippé ce jeu-là. Tu sais, mettons, La Rivière, je sentais pas que. Tu sais, j'aurais pris n'importe quel dans la rivière, il me semble je pouvais tout le placer pour faire quelque chose. Mais je ne jouais pas nécessairement avec des gens hyper compétitifs. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu, si tu veux l'apprécier un peu plus, ça te prend quelqu'un qui te drive peut-être un peu plus. Mais moi, si tu vois, c'est deux jeux que c'est drôle que je comparerais, que pour moi, j'ai pas trippé. Mais Puis tu vois, moi, pourtant, j'ai c'est aimé des ça. bons jeux, ça a gagné des prix. Ben oui, puis moi, j'ai adoré Acropolis. Mais tu vois, c'était pour ça que je voulais mettre Settlement et Recalque un après l'autre. Puis c'est le fun de voir nos opinions qui sont différentes, tous à des degrés différents. Puis ça démontre une chose, encore une fois, qu'on prouve encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un jeu pour chaque personne Exact. et qu'il y a des jeux qui viennent nous rejoindre et d'autres qui viennent moins nous rejoindre. Fait que ça donnera peut-être l'occasion aux gens de voir un petit peu le feeling de chacun des jeux puis de voir lequel qui pourrait peut-être venir les chercher un peu plus. Mais c'est la beauté de la chose. Il y a un jeu pour chaque personne. C'est un grand philosophe québécois qui a dit cette célèbre phrase-là, je crois. Il me semble que c'est Jeff. Ouais, Jeff Savoie, c'est ça, non? Oh, je pense que Danny Tessier, ça, se l'approprié aussi. Ouais, hein? Vous avez des droits. Excellent. Fait que, je vous propose de passer au prochain jeu qui est Mind MGMT. Je vais vous faire apparaître ça dans 3 secondes. Et voilà, on est sur Mind MGMT. On a changé un petit peu d'écran, on s'est déplacé, on s'est dit que ce serait moins ennuyant de nous avoir toujours dans le même setup. Donc, on a changé un petit peu de place. Mais on est toujours là, on est toujours les mêmes personnes. C'est la même Nicole, le même Danny, le même Steve et le même moi-même. Et là, on parle de Mind MGMT, un jeu qui m'a vraiment, vraiment surpris et que j'ai adoré. C'est Steve qui l'a présentement. Et Steve, malheureusement, tu es la seule personne d'entre nous qui n'y a pas Mes joué. attentes sont hautes. J'y ai pas joué, mais mes attentes sont très hautes parce que je n'entends que des bons commentaires de ce jeu-là et j'ai très hâte d'y jouer. Alors, je vais plus vous laisser parler à ce niveau-là. Je vais vous écouter et je vais vous questionner si j'ai des questions. Oui, puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on a joué une partie les trois ensemble, Danny, Nicole et moi. Ça a été vraiment le fun. Un jeu, pour expliquer un peu aux gens, là, c'est quoi? C'est un jeu à la Scotland Yard, un jeu à la Spectre Ops, ceux qui connaissent le jeu aussi. Ouais, il y a ça, une j'adore. personne qui est cachée, qui va faire des déplacements secrets et il y a des agents qui vont tenter de trouver cette personne-là avant qu'elle atteigne son objectif de recruter 12 nouvelles recrues ou d'atteindre une certaine heure dans la journée. Il y a un nombre d'heures précis. C'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions entre les joueurs et d'hypothèses et de tests et d'essais. Je vois Danny et Nicole rire, c'est pas pour rien, c'est parce que oui, on en a discuté une méchante shot, mais ça a été vraiment le fun, des belles discussions. J'ai même dû aller me cacher dans la salle de bain, Ouais. sapristi. Oui, il fallait se faire un plan. Mais on va commencer par le début parce que la fin était épique. Oui. Tu as dit Spectre Up. Spectre Up, je l'ai acheté à sa sortie. Je ne l'ai jamais regretté. La thématique me touche encore de Spectre Up. Steve, tu pourrais me dire que Mind Management est une thématique futuriste que là, j'aurais comme fait « wow! » Mais quand même, le style artistique de Mind Management, pour commencer, m'a vraiment touché. C'est vraiment... je ne sais pas si tu es mieux placé que moi, Jeff, de l'expliquer. Vraiment, le plateau est magnifique, mais il y a vraiment une teinte étrange. C'est pas du gros tape à l'œil. On dirait que toutes les couleurs sont nuancées entre elles. Puis, il y a beaucoup d'images qui reviennent sur le plateau. Là. Il y a beaucoup d'informations qui sont répétitives et c'est normal. C'est nécessaire pour l'utilisation du jeu. Toi, t'en as pensé quoi, Jeff? Écoute, j'ai trouvé les illustrations. Au début, je n'étais pas certain. Puis quand j'ai commencé à regarder ça, tu sais, c'est Mind Management. Hein? MGMT, c'est pour management. C'est des gens qui rentrent dans la tête puis qui contrôlent les événements sur la planète avec des agents placés un peu partout. Fait qu'ils vont, par exemple, faire des coups d'État, mais en influençant les personnes, tout ça. Puis tu essaies de... nous, on est des agents... Il y a un des groupes de joueurs qui va être les agents rebelles qui vont essayer d'empêcher ça parce qu'éthiquement, ils ne trouvent pas ça correct. Et tout ça est tiré
pour faire le lien avec le visuel, c'est tiré d'une bande dessinée de Matt Kindt que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert grâce à ce jeu-là. Et c'est un univers fantasmagorique, assez spécial, le visuel, il y a plein de choses à découvrir. Dans toutes les illustrations, tu regardes ça, puis il y a plein d'affaires. Et j'ai aimé la façon dont la boîte du jeu est développée. Parce qu'il y a plein de secrets décrits un peu partout. Dans la boîte du jeu, dans le livre, tu as comme une espèce de petite rondelle rouge qui va enlever les caractères bleus, qui va te permettre de lire des petits secrets, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment adoré le visuel. Je vais laisser Nicole continuer et voir si elle a aimé le visuel. On peut l'appeler aussi la terroriste. C'était elle, la méchante. C'est vrai. Elle était vraiment méchante en plus. Les autres qui étaient des rebelles. Mais effectivement, la boîte, a priori, donne un esprit un peu d'espionnage, un peu, tu sais, fan de romans policiers en tout genre, peu importe le point historique du roman. Puis, j'avais l'impression que c'était intemporel. J'avais aussi l'impression qu'on était peut-être à l'époque un peu de la guerre froide ou à l'époque où, tu sais, les espions étaient très, très, très présents, en tout cas, dans l'univers un peu cinématographique. Je vais finir par le dire correctement. Voilà. Puis, quand on ouvre la boîte, comme tu dis, Jeff, là, ça prend toute sa splendeur. Parce qu'à la base, la boîte, tu sais, est beige avec un dessin, une espèce de fusion entre les deux. On se dit, OK, on s'en va avec ça. Donc, c'était intriguant. Est-ce que j'ai fait « wow » au premier abord? Pas sûr. Une fois qu'on a ouvert la boîte, une fois qu'on s'est installé pour jouer, ben là, oui, là, on est allé ailleurs. Ouais. Là, c'était beaucoup plus intéressant. Oui, parce que je trouve pas que c'est une boîte à la base attirante. Tu sais, mettons, on parlait de Spectre Ops, tu vois tous les personnages, ça a l'air capoté. Là, tu vois un gun avec un visage féminin, je pense. Puis, je sais pas, on dirait que côté look, c'est pas vendeur. Mais il ne faut pas se fier à l'emballage. C'est souvent ce que j'ai appris dans le domaine du jeu de société. Effectivement. Là, quand tu ouvres la boîte et que tu commences à te faire expliquer les règles, tu fais comme wow! Je veux dire, Spectre Up était très bien. On le rappelle souvent, ça, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres noms à dire. Mais c'est l'aspect qu'il y a un méchant qu'à chaque tour, il se promène de X cases, peu importe les côtés, et nous, on essaie de le chercher. Mais on ne fait pas juste courir après comme certains plus vieux jeux de société que c'était juste Scotland Yard. Ouais, Scotland Yard. de fermer l'étau, puis après ça, de le prendre. Les lieux, en fin de compte, on peut comme enquêter à savoir si le méchant, dans les derniers tours, est passé sur l'autobus, exemple. Fait qu'il y a 3-4 lieux d'autobus, et là, elle va me dire, effectivement, au tour 3, je suis passé sur cet autobus-là. OK, fait que si tu étais là au tour 3 puis qu'on était au tour 5, ça veut dire que tu peux pas être allé plus loin que ça de l'autobus. Il y avait ça. Puis il y a aussi, Jeff, rappelle-moi du nom, les sbires que le méchant avait le droit d'utiliser. C'est-tu les sbires? Non, c'est quoi leur nom? Je l'ai oublié. C'est pas grave, on essaiera de le retrouver. Là. On l'écrira au pire en commentaire, là, mais c'est des espèces d'agents fantômes un peu... C'est fier à bras. Là. Eux, on peut un peu les enquêter en leur donnant des baffes, et on peut obtenir des informations de eux aussi. Donc, à notre tour, on a une panoplie d'actions. Puis pour vrai, on sent la quête d'informations augmenter de tour à tour. Puis je ne sais pas du côté du méchant, mais je pense que tu sens l'étau se rapprocher. À un moment donné, on élimine un côté du plateau, puis on fait comme ça s'en va par là. Il est peut-être à droite, il est peut-être à gauche, mais il est dans cet axe-là. C'est ça. Parce qu'il est toujours drôle quand on joue le rôle derrière là, par avant, parce qu'on ne tirera pas méchant gentil. C'est une question de point de vue. Bon. C'est bien ça, des jeux comme ça, pareil, avec le côté point de vue plutôt que. Mais tu vois ce que les gens discutent. Puis c'est des fois difficile de rester poker face, parce que bon, tu les vois partir dans une direction, puis tu te dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pas là, je m'en allais. Ou au contraire, tabarnouche, ils ont exactement pensé comme moi. Il y a cet aspect-là à travailler. Fait que oui, de l'autre côté, tu vois toute leur discussion, puis t'es comme ou pas du tout. Mais moi, j'aime toujours ce genre de jeu-là. Scotland Yard est encore dans ma ludothèque, on va le dire comme ça, dans ma bibliothèque de jeux. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, c'est quoi, mettons, y a-tu un sweet spot au niveau du nombre de joueurs pour ce jeu-là? Moi, je l'ai essayé à 4 et à 3. Oui, Mind Management. À 4 et à 3, plus tu es de joueur, ce que ça va faire, c'est que ça va alimenter beaucoup la discussion.
Il va y avoir beaucoup plus je vais dire d'ostinage, mais d'arguments, d'argumentage, de contre-arguments. Mais en même temps, ça amène une vue différente aussi, parce que c'est sûr que les gens qui tentent de découvrir le personnage caché vont passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à émettre des hypothèses. Regarde, là, il y a 4 tours, elle était là. Là, elle s'est déplacée 2 fois. Elle a pris son pouvoir secret. Fait que probablement, elle pourrait être là, là, là ou là, mais pourquoi elle irait là? Écoute, on a eu des discussions épiques, moi et Danny, dans notre partie. Je prends cette partie-là, mais j'ai joué d'autres parties aussi avec d'autres personnes. Je vais prendre celle-là, vous étiez là. Et c'est vraiment le fun d'avoir ces discussions-là. Des fois aussi, même Nicole, à un moment donné, était là, ben là, t'es-tu en train de te chicaner, là, tu sais? Mais non, Débat. oui, on avait un bon débat, puis tu sais, oui, puis des fois, tu sais, c'est comme, ben non, Danny, t'es dans le champ. Puis là, ben non, Jeff, t'es dans le champ. Puis finalement, Crime, t'as raison, c'est-tu quoi? Finalement, ton hypothèse, elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Puis regarde, on va l'essayer, puis ouais, aussi. Puis quand on réussit, on est vraiment fiers. Là. C'est le sentiment de réussite. Ouais. Et où on est triste. Moi, j'ai vécu les deux en passant, puis on va en parler tout de suite après. J'ai vécu la personne qui se cache gagner et les agents rebelles qui tentent de trouver le Mine MGMT, là, qui tentent de le trouver gagner. Et ce qui est le fun, l'élément important à dire, c'est que c'est un jeu évolutif. Dans la boîte, il y a 14 boîtes à ouvrir. Et j'ai adoré, encore une fois, quelque chose qui est très, très bien fait. J'ai adoré le fait que quand un des deux côtés perd la partie, c'est lui qui a la récompense et qui rouvre la boîte. Les boîtes sont séparées pour les 2 rôles et le perdant va ouvrir une boîte qui va venir l'aider pour la prochaine game. Fait qu'à chaque fois qu'un des deux côtés perd, il rouvre une boîte qui lui donne des outils pour essayer de gagner, l'aider à gagner la prochaine partie. J'ai trouvé ça vraiment génial et tu as hâte d'ouvrir les boîtes. Je veux perdre pour en ouvrir une. Quasiment. Oui, c'est ça. Mais Steve, pour revenir au compteur optimal, je pense qu'il n'y en a pas. Je m'explique. On est 4 enquêteurs à travailler sur le terrain, peu importe le comptage de joueurs. Fait que nous, en fin de compte, on jouait 3, mais à un tour, disons le tour A, ben, on choisissait quel enquêteur. Exemple, je vais bouger l'orange, puis après ça, je vais bouger le vert. Et le méchant jouait. Je m'excuse de dire le méchant, mais il était vraiment méchant dans la partie. Ensuite, au tour B, les 2 autres enquêteurs qu'on n'avait pas activés pendant le round complet, on les jouait. En réalité, on était 3, puis à il y a un des 3 enquêteurs qui a dû quitter. Ben, c'était pas grave. Nous, en fin de compte, à notre tour, on en activait 2. L'autre tour d'après, on activait les 2 autres. C'est là que c'est important parce que chacun des enquêteurs a un pouvoir. Ouais. Il y en a un qui a vraiment les gros bras, que lui, il peut faire enquêter. Avec des interrogations. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre qui a un œil de sniper qui va scouter partout autour du terrain à savoir si dernièrement elle n'aurait pas mis tes pieds. Fait on change. C'est pas le joueur 1, 2, 3, 4 en fin de compte. C'est nous qui allons dire OK, on va faire jouer ce personnage-là en premier pour que le deuxième suive, dépendant si elle a obtenu quelque chose. Là. Okay. Donc, ça me soulève une question. Ouais. Est-ce que ça laisse place au alpha leader? Là, Ça pourrait. Oui, définitivement. Oui. Ça pourrait, mais tu sais, je veux dire, moi, ces jeux-là, les jeux où il peut avoir un leader alpha. Un joueur alpha. Oui, un joueur alpha. Tu sais, ce que j'ai tendance à faire dans ce temps-là, c'est de laisser la place aux autres un peu, de dire, regarde, je pense qu'on devrait faire ça, mais on va l'essayer ton affaire. Puis des fois, on peut être surpris. On peut être surpris parce que les autres ont des idées qui peuvent avoir l'air farfelues, mais finalement, un crime, c'est parce que tu ne l'avais pas imaginé, puis ça a du sens, puis ça peut mais moi, ma question, c'est toi, tu as quand même une expérience, mais il y a des joueurs qui veulent te faire découvrir un jeu puis sont tellement alpha qu'ils ne laissent pas de place aux autres. Moi, j'ai détesté Pandémie à cause de ça. J'ai quelqu'un qui décidait tout, va à telle place, c'est OK. Je vais faire ce que tu me dis, je connais pas trop le jeu. Puis en fin de compte, ton appréciation du jeu n'était pas à la hauteur de la valeur du jeu parce qu'il y en a un qui te l'a défaite parce qu'il décidait tout. C'est un peu ça, ma question. Il y a quelque chose de bien dans ce jeu-là, je m'explique. Pour avoir joué énormément tous les deux à Pandémie. Oui, la Pandémie, OK. Oui, à Pandémie. Tu sais, Pandémie, derrière ce jeu-là, peu importe le type de thème de Pandémie, parce qu'il y en a plein, Star Wars, Toulouse, il y a une mathématique derrière ça.
Si le joueur alpha dit on doit aller vers les cubes rouges, puis que les 3 prochaines cartes sur les 8 qui restent, il n'y a pas de ville rouge, il va faire ouais, mais c'est pas grave, les rouges devraient arriver. C'est vrai ce que tu dis. Tandis que la beauté dans ce jeu-là, Mind Management, c'est que la seconde où le joueur alpha va dire je suis persuadé que le joueur est allé dans une crème glacée, je suis persuadé, je calcule, puis c'est sûr que c'est la crème glacée. Aussitôt que l'équipe décide de faire d'accord, on va valider l'information, on va le regarder. S'il se trompe, je ne sais pas si tu comprends. Ouais, Si je comprends ce que tu dis. On accepte ta décision, tu t'es trompé, ben là, on va te remettre en question, l'alpha. On te remet en question, on va faire complètement l'opposé. On a le temps de se revirer de bord. Fait que le joueur alpha, à un moment donné, s'il a raison, Jeff et moi, on s'est pas astinés, mais on a débattu pendant 30 minutes. Pour vrai, il y avait 3 options, puis des fois, on se relançait, il y en a une 4e. C'est laquelle la plus logique qu'elle aurait pu prendre? Il nous manquait des données. Puis je suis allée mettre de table dans l'engrenage en leur disant ouais, mais j'aurais pu faire tel move aussi, hein? Ça, c'était chiant. On rajoute une ligne après, là. Ouais. Mais je te dirais... alpha, puis il y a le joueur qui ne se mêle pas de ses affaires. C'est ça. Mais je dirais, le joueur alpha dans ce jeu-là, c'est pas comme dans Pandémie. Dans Pandémie, tu as tout sur la map, tu vois tout. Tu peux tout analyser puis décortiquer. Ouais. Il y a un petit volet random. Dans Mind MGMT, c'est beaucoup de déduction, puis tu ne peux pas être certain de rien. Tu peux avoir des hypothèses, puis tu peux défendre ton hypothèse, mais au bout du compte, là, c'est plus les gens vont se rallier à laquelle des hypothèses fait le plus de sens ou laquelle comprend tout court. C'est pas comme. C'est certain que, à part à un moment donné, quand il y a beaucoup d'éléments d'indices, là, il peut démontrer que oui, c'est certain. Puis là, tout le monde va faire comme oui, tu as raison. Mais ça, c'est beaucoup de déduction, d'hypothèses. Fait que je pense que oui, il peut y avoir un joueur qui mène un peu plus, mais il va falloir qu'il prouve qu'il a raison, que son point est valide. Puis il n'y a pas un vecteur de stress. Tu sais, à Pandémie, si on s'en va vers quelque part puis que les cartes sautent comme du monde, le vecteur de stress, c'est de faire comme si l'éclosion arrive. Là, il y a 3 cubes sur la ville, elle pourrait éclore. Tandis que dans Mind Management, si on s'est trompé, il n'y a pas une bombe. Là, je veux dire, il nous reste des tours, on les voit arriver, puis c'est pas grave, on s'est trompé là-dessus, on va aller chercher d'autres informations. On a éliminé une hypothèse, qu'il nous en reste d'autres à valider. Oui, c'est exactement ça. Oui, mais il y a quand même un facteur temps, puis il y a quand même un facteur stress qui peut arriver si la personne qui est derrière le paravent se trouve à bien faire son recrutement, puis que les choses s'imbriquent bien pour elle. Vous pourriez avoir un vecteur de stress. Dans la partie qu'on a jouée, j'ai eu plus de difficultés à aller faire le recrutement, les cartes sortaient moins bien, bref, pour les déplacements et tout ça. Puis c'était une première expérience de jeu. Mais autrement, vous auriez pu sentir le stress vraiment différemment. C'est vrai. Tout à fait. En gros, peut-être pour terminer avec Mind Management, moi, ça a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte que Steve, tu y joues. J'ai hâte qu'on joue ensemble, puis j'ai hâte d'avoir ton opinion, mais je rejoue n'importe quand. J'ai trouvé ça très, très le fun. Ça fait des débats animés. Ceux qui cherchent de l'interaction, là, on en parlait tantôt. Wow, là-dedans, il y en a de l'interaction. Tu n'as pas le choix de te parler. C'est au top. Au top, oui. Danny, Nicole, êtes d'accord avec ça? Définitivement. Moi aussi. OK, alors on poursuit ça, les amis, avec Mido. Hey, juste peut-être faire une petite pause avant pour dire que c'est vraiment le fun de jaser à 4 de jeux comme ça avec vous autres. C'est super. Vraiment. Donc, on parle de Mido. Mido, qui est un jeu, je vais l'appeler, je vais dire un jeu zen, hein, encore un jeu dans la thématique nature qu'on a vu beaucoup dernièrement. Un jeu où on va aller chercher des cartes, se créer un petit peu un engine building dans le sens où on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'avoir d'autres cartes puis d'aller chercher des objectifs. Un jeu qui est agréable à jouer, qui est quand même assez simple à aborder, mais qui a une petite couche quand même là, de complexité puis de conditions à respecter. Moi, je suis curieux. Je vais laisser parler quelqu'un d'autre en premier. Mettons, tiens, je vais y aller avec Steve. Je le mets encore dans Gateway. Tu sais, qu'on met des animaux zen, on va chercher nos sets. Fait que, pas un jeu complexe. Donc, un joueur acquéri, je ne suis pas sûr qu'il va y trouver son compte sur Mido. Là. C'est vraiment, je pense que c'est un jeu, je le qualifierais d'introduction, vraiment de gateway pour amener les gens à rentrer dans le monde ludique. Mettons, tu as des parents, grands-parents, je pense qu'il sait faire les sets. Ça serait le genre de jeu que je ferais jouer ma mère, mettons, à ça. Puis
c'est assez simple parce que tu as des petits logos que tu vas chercher pour après empiler sur tes chemins et tout. Fait que voilà, fait que moi je pense que c'est un jeu qui fait ce qu'il doit faire dans le département où il est. Oui, effectivement, il est très beau. Puis c'est ça, tu te montes un plateau avec des cartes, que ce soit des terrains, après ça des ressources, après ça des animaux qui vont manger un écureuil qui mange des noix. Les iconographies sont claires. Là, c'est très, très, très simple. À notre tour, on a 2 possibilités avec des jetons à placer. Là. Mais non, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Puis je rejoins Steve complètement là, sur le positionnement du jeu. Là. C'est pas un jeu, tu vas pas avoir mal à la tête à la fin d'une partie de Meadow. Là. Ouais. Et si je ne m'abuse, ils ont fait une expansion dernièrement. Oui, une extension qui vient de sortir. Stream, je ne me souviens pas du nom exact. Là, c'est la rivière, Downstream, un truc comme ça. Là. Quelque chose comme ça. Je serais curieux de l'essayer pour un petit oomph. Là. Hop, on a rajouté 2-3 choses de plus. OK, je l'attends agréablement. Ouais. Oui, c'est effectivement Downstream, pour répondre à la question, qui vient toujours de sortir, qu'on n'a pas eu la chance d'essayer encore. Non. Nicole, qu'est-ce que tu as pensé? Ben, je rejoins les gars, Caroline Debine, c'est plate, on s'estime pas. C'est assez unanime, oui. C'est un bon positionnement, jeu d'introduction, tout est là, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est superbement illustré aussi, on ne se le cachera pas. Ouais. C'est beau, donc ça attire le regard pour des nouveaux joueurs également, puis ça fait du bien au regard des plus anciens joueurs aussi. Là. Je veux dire, on ne se le cache pas, c'est toujours fort agréable comme jeu, petite mécanique qui roule bien. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez parce que ça fait un petit moment que j'y ai joué. Il y a également peut-être pas une évolution, mais il y a quand même des enveloppes là, qu'on peut ouvrir dans le jeu de base. Oui, quelques enveloppes. Il y a peut-être 6, 7, 8 enveloppes qui vont rajouter des animaux plus complexes qui vont te permettre d'ajouter du contenu. En gros, ça ajoute pas tant de règles. Là. Ça ajoute peut-être une règle sur les animaux, les gros animaux sauvages. Là. Mais sinon, là, c'est assez un petit peu plus de la même chose. Donc oui, c'est intéressant, mais tu sais, c'est pas un gros facteur, là, je dirais, dans ce jeu-là. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé. Premièrement, oui, c'est vrai que c'est un jeu simple et facile, mais j'ai trouvé quand même que la complexité, là, j'ai mis l'image à l'écran, mais à notre tour, on a des espèces de triangles, là, des jetons en carton qu'on va venir placer dans des encoches triangulaires sur le plateau qui va nous permettre de sélectionner une carte qui va être à la distance là, du chiffre qui est écrit sur le jeton. Fait que juste cette réflexion-là de voir, ça fait beaucoup d'options. Là. On s'entend quand le board est ouvert, puis là, tu dis, bon, je peux aller sélectionner à 1, 2, 3, 4 dans tous ces points-là. Il y en a tout le tour du board, fait qu'il y en a 3 x 12, 4. 4 x 3, 12. J'ai comme inversé ma multiplication. Ouais, ça fait beaucoup d'options. Oui, plus on joue, plus les coches deviennent remplies, fait que ça nous fait un petit peu moins d'options. Mais ça peut être overwhelming, qu'on dit en anglais. Là. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça peut générer un petit peu de paralysie analytique. J'ai toujours le terme en anglais qui me vient en premier. Donc, puis en plus de ça, tu as aussi l'option d'aller sur une espèce de plateau en cercle, là, le feu de camp, qui va te permettre de faire l'action du bas de ton marqueur. Donc, tu sais, oui, c'est simple, oui, c'est zen, les illustrations sont cute, tout ça, mais il y a une bonne complexité de ce niveau-là. Puis il y a les objectifs où ça réussit. Moi, l'affaire qui m'a agacé dans le jeu, c'est le fait que dans toutes les parties que j'ai jouées, on est toujours arrivé à un point dans la partie, puis ça a été pareil pour toutes les parties, où tout le monde cherchait la même affaire. Puis là, tout ce qu'on faisait, c'est flipper des cartes pour réussir à obtenir, par exemple, une maison ou un papillon pour aller chercher le dernier objectif dans le feu de camp qui restait à aller chercher, ou parce que cette maison-là nous permettait d'avoir un paysage. Puis la première fois, j'ai fait comme, ouais, c'est tannant parce que tout le monde cherchait la même chose. Puis ça a été long avant qu'on ait une maison. Puis là, voyons, y a-t-il des maisons? Puis là, on se demandait dans quel paquet ils les avaient. Heureusement, c'est identifié dans le livre des règles. Ouais. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être juste cette game-là, cette partie-là, c'est le même que ça a donné. Mais toutes les autres parties que j'ai jouées, ça a fait exactement la même chose. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu agacé. Pas au point de dire que c'est de la merde, tout ça, mais j'ai trouvé ça comme un peu tannant. Je sais pas, avez-vous eu ce feeling-là, vous autres, ou c'est juste moi encore? Non, je vais me trouver bizarre, moi. Ah non, c'est pas juste toi. Effectivement, il y avait un petit peu ce feeling-là, mais nous, on l'avait joué à 2. Donc, je me disais, est-ce que c'est parce que là, on cherche vraiment quelque chose puis que les cartes roulent peut-être moins que si on avait été plusieurs joueurs? On était un peu resté sur cette impression-là, mais là, tu confirmes qu'on était peut-être finalement pas
dans le champ Tu ouest. as juste parlé de la maison, puis je me souviens d'avoir couru après des maisons. Puis, Ouais. tu sais, Je dirais que nous autres, dans la partie, on a des objectifs. Il y avait des cerfs, des oiseaux de proie, pas un. On a fini la partie, là, puis pas un cerf, pas un oiseau de proie est sorti. Fait que, puis, tu sais, il était séparé, fait qu'il y a plein d'objectifs, mais on a fait notre partie pareil. Mais j'ai dit, coudonc, sais-tu que il manque ça d'un carte? Là, j'ai fouillé, puis il était comme un peu collé, puis dans un pack, là, dans le paquet. Là. Donc, c'est important de bien brasser le paquet en Oui, début de oui. retrouver toutes les maisons en fin du paquet. Je pense que c'est Ouais, écrit c'est dans les règles. Bien mélanger les cartes pour faire une pioche. Exact. L'insert est bien. Les petits rangements pour les cartes. Puis on a un paquet de cartes qui s'ajoutent là, en milieu de partie aussi. C'est intéressant. Donc, il y a beaucoup d'éléments le fun. En tout cas, moi, tous les gens avec qui j'ai joué ont trouvé le jeu très agréable. Moi, il y a le petit volet, comme je disais, là, où à un moment donné, on se met à tout courir après les mêmes cartes qui m'ont peut-être un petit peu plus agacé. Mais c'est un jeu agréable avec lequel j'aurais pas de misère à rejouer n'importe quand. Là. Ouais, pareil. Bien d'accord. On s'entend là-dessus. Good! On On a passe au... chicané pour le jeu, puis ça, c'est Ouais, le chicané, prochain, là. là, je sais lequel, je ne vais pas être d'accord avec vous. OK, on va parler de Bad Company. Bad Company, qui est un jeu qui me fait énorme, en fait, qui est basé sur le même principe que Space Base, dans lequel on va avoir des vaisseaux, des stations, peu importe comment que ça s'appelle, des éléments qui vont être associés à un chiffre et on va lancer des dés puis on va activer les éléments qui sont associés à ce chiffre-là. Mon préféré à vie dans cette série-là est Valeria Card Kingdom, qui est aussi très similaire à Space Base et Bad Company a ce feeling-là aussi. C'est un jeu aussi qui a un élément de course où les voitures tentent de sauver de l'auto de police. Je vais montrer des images tout à l'heure là, sur une espèce de piste, pas celle-là, ici, sur cette espèce de piste-là. Donc, on va essayer de se sauver, d'être le premier à arriver au bout de la piste. C'est ce qui va mettre fin d'ailleurs à la partie, si je me souviens bien. C'est un jeu qui est quand même agréable, qui est beau, encore un beau jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ben moi, j'ai beaucoup aimé le thème, c'est-à-dire, là, on a notre bande de gangsters avec des noms, écoute, incroyables. C'est en français et en anglais, parce que je pense que les boîtes sont dans les deux langues. Là. Des mix de noms assez géniaux, assez surréalistes. Juste ça, moi, j'étais un peu vendue. Je trouvais ça vraiment sympathique de ne pas trop se prendre au sérieux, finalement, dans le jeu. Ouais. Mais le thème, tu sais, autant Space Base, oui, je l'ai apprécié. J'aime bien les thèmes de l'espace et tout ça, c'est pas un problème, mais celui-là, je sais pas, le petit gangster, ta petite clique, ta gang que tu essaies d'améliorer. Donc, les améliorations, tu peux faire en sorte que tes personnages se redessinent autrement, l'espèce un peu de défait domino des cartes. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Ne serait-ce que ça, avant même de parler de la mécanique du jeu, moi, j'avais déjà donné un petit pouce comme ça au jeu. Moi, personnellement, je l'ai vraiment pas aimé. C'est pas vrai! Non, c'est pas vrai. Effectivement, la mécanique est simple et efficace. Valeria, tu viens d'en parler. Je l'aime beaucoup. J'aime ce qu'on fait dans le jeu. Space Base, on fait la même chose que Valeria, puis on fait la même chose que Bad Company, mais on dirait que c'est plus limité. C'est de ramasser du cash pour faire des points. Là, j'ai l'impression de regarder le Transporteur 1, 2, 3 avec Jason Statham dans ses meilleures années. J'ai l'impression d'écouter la Casa de Papel puis de braquer une banque pleine de diamants ou plein de tableaux d'œuvres d'art. Puis l'avantage du jeu, c'est qu'on peut jouer à beaucoup de joueurs. Oui, c'est pas trop long. Qu'on joue à 3 joueurs ou 6 joueurs. Ouais. Puis, pour l'avoir animé souvent avec 6 joueurs, on le sent pas, le downtime. Ça se peut quand même, il y a une petite décision. Comment j'ai place mes dés, là, tu sais, là. Mais, oui, puis tout le monde joue. Tu sais, on roule les dés, tout le monde active les choses. C'est toujours le fun, ça. Oui. Puis en fin de compte, c'est ça. Le but, c'est de braquer des lieux. C'est le trigger de fin de game. Et il y a un jeton de majorité, en fin de compte. Fait que si Nicole avait 4... les fameux colliers. Ouais, les colliers de majorité, effectivement, que tu vas mettre en un de tes personnages. Puis, quand tu upgrades les personnages, en fin de compte, on rajoute le corps par-dessus des jambes. Fait qu'il se rallonge comme ça, il grandit le personnage. Mais quand on l'active... Il change de look, ça, j'ai trouvé ça cool. Oui, il change de look. C'est thématique. Exemple, un pilote, un conducteur va toujours avoir des lunettes de tous les styles pas possibles. Et quand on lance, exemple, le 7, ben, on active toute notre ligne de 7 qui est rendu un grand monsieur, mais qui a plein d'icônes dessus. Là. Ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Oui, effectivement. Puis ce qui est le fun, justement, puis tu l'as abordé avec Space Base, tu as raison là-dessus.
puis je le montre là, en même temps qu'on jase, mais il y a comme 3 plateaux en tant que tel. Tu as ton plateau avec tes gangsters ici. Tu as le plateau avec la poursuite de police dans la ville qui se déroule. Puis tu as le plateau aussi où tu déplaces ton personnage à travers des lieux pour aller recruter des gangsters. Si je me souviens bien, là, c'est à ça qui sert, ce plateau-là. Et c'est le fun, ça, parce que ça te met une belle diversité. Puis tout ça dans un beau package, un beau visuel. Et tu l'as dit aussi, vous l'avez dit, là, tout le monde. À plusieurs joueurs, ça joue bien, ça joue facilement. Vous l'avez joué d'ailleurs, Steve, je me souviens de t'avoir vu jouer au Delirium à plusieurs joueurs. Puis ça, on était 6. Ça a bien été, je pense, votre partie? Ah oui, ça paraissait pas. J'ai joué à 5 une autre fois, puis c'est le jeu idéal quand tu es beaucoup pour pas que tout le monde joue en même temps, puis qu'il n'y a pas de downtime là, où tu attends que l'autre joue. Non, tout le monde joue en même temps, fait que ça, c'est génial. Ah, mais c'est le fun, c'est pas mal unanime. Moi, je m'attendais à ce que Danny se chicane un peu avec nous autres. Ben non, il aimait ça aussi. Fait que, en conclusion, un bon jeu, un beau petit jeu qui joue bien en groupe, agréable si vous aimez le style Space Base, Valeria Card Kingdom, où on lance des dés, on active des personnages qui vont aussi s'améliorer. Ben, je pense que ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. On passe au prochain jeu, les amis, qui va être Stupéfix, qui a été fait par Ludovic Moblin et qui est un remake, disons-le, de Cash and Gun. Et je dois avouer que quand on a reçu le jeu de Asmodée, moi, j'avais vu Stupéfix, Harry Potter, les baguettes, tout ça. Je n'avais pas lu, je n'avais pas regardé c'était quoi. Fait que je ne m'attendais pas du tout à ça. Fait que là, je commence à lire les règles de façon innocente. Puis je dis, ben voyons, c'est Cash and Gun, cette affaire-là. Là, je regarde l'auteur, je regarde l'histoire en arrière du jeu. Ah, OK, bon, ils ont fait un reskin, si on veut, revu, et on verra peut-être amélioré avec ce que vous en penserez, de Cash and Gun, qui est un jeu que, en tout cas, moi ici, on a joué souvent avec Danny et Nicole, on n'a pas joué, vous pourrez le dire, mais c'est un jeu que moi, j'aime beaucoup jouer en groupe. Ça fait toujours des parties épiques. C'est un beau party game. Oui, c'est ça. Puis on a toujours du fun à se pointer le gun d'en face puis à jouer le parrain. Tu sais, non, elle va pointer l'autre là-bas. On fait toujours des voix. Puis oui. Bien, Stupéfix, c'est la même chose. Cash and Gun, on va avoir des cartes au milieu de la table, on va avoir une baguette, on va pointer à go des gens. La différence, c'est qu'on va jouer en équipe, on va pointer des adversaires avec nos baguettes. On va pouvoir attaquer ou se défendre avec la baguette pour se protéger. Et ceux qui vont rester debout à la fin de la manche vont se partager le loot, les éléments à gagner au centre de la table. Danny, Nicole, aimez-vous Cash and Gun? Avez-vous aimé Stupéfix? Ben oui, Cash and Gun fait partie des fins de soirée animées avec beaucoup de joueurs, finalement, là, lorsqu'on a des gros groupes depuis déjà quelques années. Moi, j'ai beaucoup aimé la version Stupéfix, puis c'est quand même un beau plus parce que de façon générale, moi, les produits dérivés, j'embarque pas tant. Fait que moi, j'ai vu la boîte Harry Potter, puis on me dit que c'est Cash and Gun. Je fais, mais pourquoi on fait pas juste jouer à Cash and Guns? Je voyais pas l'intérêt de le revisiter à la base, puis finalement, moi, je lui donne mon petit pouce encore en l'air parce que on peut jouer en équipe, ben on peut le faire aussi là, dans Cash and Guns avec certaines extensions, tout ça, mais le fait est que tu ne peux pas mourir. Ouais. Dans Cash and Guns, des fois, tu es obligé de gérer tes affaires parce que tout le monde a décidé de te pointer, tu n'as pas su bien tirer ton épingle de jeu, puis là, tu es obligé de te coucher parce que sinon, tu vas être à ta 3e blessure, puis là, tu deviens vraiment un participant inactif. Donc, dans Harry Potter, je trouve que cet élément-là, ils l'ont changé avec les espèces de jetons temps que tu vas obtenir si jamais, au lieu d'avoir des blessures. Et à la fin de la partie, il y aura un malus à l'équipe qui en aura le plus. Donc, à faire 100 points, si je ne me trompe pas. Qui fait en sorte que tu peux prendre tes risques différemment. Tu vas pouvoir aussi regarder ce que les autres équipes ont déjà comme jeton temps. Puis des fois, ça va te donner le petit edge de dire « Hey, on y va pareil. C'est pas grave, même si on a un jeton temps, ça ne changera rien. On a moins que les autres. » Fait que ce volet-là, moi, m'a beaucoup fait plaisir parce que je trouvais que c'était un peu ce qui était dommage dans Cash and Guns, de dire, ben là, à un moment donné, je suis vraiment couché, j'ai 3 blessures, je suis mort, je peux plus jouer. Oui, parce que 2 éléments différents, c'est le fait qu'on joue en équipe, on ne peut pas mourir, et la boîte aussi dans laquelle on va aller plonger nos gains, qui est quand même cool, quand même bien faite. Danny, t'as pensé quoi de tout ça, toi? Oui, bien effectivement. Puis tu sais, moi, là, tu peux mettre la musique triste qui part, là.
À chaque fois que je joue à Cash and Gun, les gens savent toujours que je suis extrêmement bon dans mes sélections, donc je me fais toujours pointer par tout le monde, puis ça, c'est pas facile ce que je vis. Juste parce Mais que heureusement, non, mais j'aimerais juste préciser, il y a aussi tout le volet modeste de la personnalité oui, c'est ça, oui. Sauf que personne ne veut le pointer. Mais heureusement, en jouant en équipe, j'avais l'aide de mon partenaire qui, des fois, on était capable de faire comme on vient d'avoir un bon tour, le prochain tour, je suis la cible de tout le monde. Mais mon partenaire était capable de pointer la deuxième personne qui avait été ciblée. Lui, c'était assurément qu'elle allait pointer vers cette personne-là. Puis effectivement, à la fin de la partie, la deuxième personne a fini à avoir plus de jetons que moi. Donc, on n'a pas perdu les 100 points. Et, fait que c'était comme une façon, Danny, de forcer quelqu'un à t'aimer, c'est ça? Comment? C'est comme vu que ça joue en équipe, tu forçais comme quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'avait pas le choix d'être de ton bord. Ouais, c'est un peu ça. J'ai un partenaire obligé. Mais puis, je m'excuse, mes familles de Harry Potter font un peu défaut. On va juste dire Gryffondor parce que je ne connais pas les autres. Mais c'était vraiment un bon sentiment de faire comme, OK, on sélectionne toutes les cartes, ceux qui sont capables de le faire. Puis maintenant, Gryffondor fait 125 points. L'autre famille fait 75 points. Puis là, on écoute attentivement, puis OK, Gryffondor vient de faire 2 fois plus de points que tout le monde. Il va falloir pointer vers du Gryffondor au prochain tour, c'est inévitable. À chaque tour, c'était vraiment bien de faire comme, il y en a une qui est en train d'aller loin, il faut commencer à pointer celle-là pour aider la deuxième et troisième position à remonter. Là. J'ai adoré. Moi, je pense pour un côté marketing, c'est un bon move qu'ils ont fait d'aller du côté. Premièrement, c'est une licence qui est appréciée par plusieurs. Puis je pense qu'aussi aujourd'hui, avec ce qu'on voit, les montées de violence et tout, même pour un côté, de pointer une arme sur quelqu'un d'autre, je pense que là, ils ont shifté bien. On est des adultes, on trouve ça drôle de pointer une arme, mais je pense que, mettons que, de plus en plus, on voit les gens qui utilisent des jeux dans des écoles. Ben, je pense que c'est un bon jeu. Ça reste intéressant. Fait que, avec la thématique et tout, moi, je pense que c'est un bon changement qu'ils ont fait d'aller vers Harry Potter, qui est une bonne licence. Depuis, tu meurs plus. Fait que ça te permet de rester dans le jeu. Puis, ça enlève aussi le côté violent. C'est qu'on enlève le côté violent. Au lieu de tirer une balle dans la tête de l'autre, on y éclate la tête avec une boule de feu. Ouais, c'est vrai. C'est en plein, ça. Fait qu'on reste dans l'imaginaire. Non, mais c'est vrai. Puis les deux sorts qu'on joue, c'est Stupéfixe et là, j'ai oublié l'autre, Protecto, je pense, qui va soit paralyser la personne ou se défendre contre la paralysie. Donc oui, c'est plus soft. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, la licence Harry Potter, c'est de l'or en bord. On va être d'accord là-dessus. Yes. Good. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est pas obligatoire de mettre une thématique violente sur ce genre de jeu-là. On vient de le voir avec Harry Potter que simplement mettre sa baguette comme ça, c'est l'équivalent de faire comme T'as peur, couche-toi en déposant ton fusil, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, mais pour les gens qui aiment un peu le gameplay, le roleplay, vous en avez parlé tantôt, Steve et Jeff, vous avez joué plusieurs parties, vous preniez la voix du parrain, vous faisiez un peu d'intimidation. Bon, funny, s'entend, on se comprend que tout ça dans le but du jeu. Ben là, Harry Potter, je me sens moins intimidée par une baguette, là. Ouais. Super, je suis en train de montrer un peu Cash and Gun pour ceux qui ne connaissent pas. La mémoire est bonne. Toutes les baguettes étaient uniques et différentes dans le jeu. Oui, tout à fait. Les baguettes sont uniques et différentes. Elles sont très cute. Cash and Gun, qui reste quand même un bon jeu de party. Donc, si vous cherchez ce genre de jeu-là, Stupéfixe, c'est définitivement à regarder. Pour vos parties. Moi, j'essaie de retrouver mon image de Stupéfixe. Mettons que si je joue avec mes chums de gars, je me sens plus viril avec un gun qu'avec une baguette. Mais ça va rendre des petites familles avec des jeunes enfants heureux. Là. Oui, c'est en plein. Découvre la licence. Oui, ça va chercher un autre public avec un thème qui est complètement différent et qui revampe un peu le jeu. C'est bullseye. Super. On passe au prochain, les amis. Et le prochain, et notre dernier d'ailleurs, est nul autre que Golem, un jeu de nos Italiens préférés, Luciani, Gigli et Braccini. Mon accent est parfait. Très bien pour aller avec le parrain. Oui, c'est ça que j'allais dire. Un bon mix. Un jeu dans la plus pure tradition des gros jeux euro lourds italiens. Donc, beaucoup de contenu, une très grosse boîte. Avec beaucoup de choses, beaucoup de règles, assez long à expliquer.
Avec un thème aussi quand même particulier, je dirais. C'est pas le premier jeu de golem qu'on voit. Steve, t'en as un, j'ai oublié le nom, là, ou dans lequel on va faire un Frankenstein. Exact, là, qui est très... Abomination, exactement. J'adore. Qui est un peu dans le même genre, mais celui-là, ce que j'ai aimé, parce que quand on lit le livre de règles, ça nous raconte vraiment l'histoire des golems qui étaient faits par les rabbins. Puis c'est toute une histoire. En tout cas, je vous laisserai aller vous renseigner là-dessus, mais je ne savais pas que ça venait de là. Et d'ailleurs, on est dans la ville. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la ville? C'est Prague. Exactement, Prague. On est dans Prague, il y a des rabbins et on a des étudiants qui vont faire des golems et on va essayer de faire des golems, mais de surtout ne pas perdre le contrôle de nos golems dans la ville parce que ça pourrait être désastreux, c'est-à-dire / nous faire perdre des points de victoire. C'est un jeu que moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment dans mon genre de jeu. Ceux qui me connaissent le savent. Un jeu avec beaucoup de règles, beaucoup d'options pour faire des points. C'est ce que j'aime. Beaucoup de pistes différentes possibles. Donc, c'est un jeu qui vient me chercher à la base, mais c'est certainement pas un jeu qu'on pourrait appeler d'introduction ou gateway. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Un jeu qui a une complexité de 3,98 sur 5 sur BGG. C'est dans les gros jeux complexes. Mais au final, une fois qu'on a appris les règles et qu'on a fait une coupe de tours, ça va quand même bien. Après ça va être comment je fais des points. Fait que je vous laisse y aller, les amis, pendant que je vais montrer quelques images. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. J'ai l'impression... Puis, c'est sûr que je suis pas type euro tant que ça, là, mais celui-là, là, c'est un jeu, là, je vais dire pourquoi je le déteste, là, pourquoi moi j'ai vraiment pas aimé ça puis je ne rejouerai pas, là. J'ai l'impression de n'arracher tout le temps. Je peux jamais faire, j'ai mon golem qui va trop loin. J'ai besoin de ressources. J'ai l'impression de trimer. Puis moi, un jeu, c'est pour avoir du plaisir. Si je veux pas n'arracher tout le long de ma partie, si je veux pouvoir avoir du plaisir. Puis moi, j'en ai pas eu. Mais j'ai joué une fois. OK, je dois dire que j'ai pas joué plein de fois. Fait que il y avait le côté découverte. Mais après ma première partie, j'avais vraiment pas le goût. Là. On me dirait, on joue-tu à ça? Je dirais, OK, non, pas pour moi. Mais c'est pas dans mes types de jeux déjà à la base. Mais celui-là, c'est mon point principal pourquoi je ne l'ai pas aimé, c'est que j'ai l'impression de n'arracher tout le long de la partie. Effectivement. C'est un peu mon introduction. Fait que je vous laisse, vous qui avez aimé ce jeu, je vous laisse le vendre maintenant. On ne sait pas, Nicolas et Dany, si on aimait ça. Moi, oui, j'ai me Moi, j'ai failli. Excuse-moi, Jeff. J'ai failli passer à côté de ce jeu-là. Je vais être très honnête. La boîte, là, Caroline qui n'est pas attirante. On parlait tantôt de Mind Management qui n'était peut-être pas le design le plus vendeur. Golem, j'ai vu la boîte. Je savais que c'était fait par nos Italiens préférés. Mais bon Dieu qu'elle ne m'appelait pas. C'est sombre. C'est sombre. Puis je suis pas, tu sais, il y a plein de boîtes de jeux que j'ai, plein de thèmes différents. Mais celle-là, mon Dieu, j'étais comme, on s'en va où avec ça? Puis pourtant, Abomination, là, on l'a joué. C'est un jeu que j'apprécie. Mais non, c'est vraiment une grosse face d'un gros bonhomme avec un œil rouge et bleu qui a l'air mort, qui est tout pété. Ça ne te tire pas, toi? Oh non, ça m'appelait pas, ça m'attirait pas. C'est vrai que c'est un peu drame. Me dit, on l'essaye. Puis là, j'ai fait, d'accord. Et quand tu rouvres la boîte très sombre et ténébreuse, un peu proche d'une abomination que tu fais des Frankenstein, tu vois une quantité de couleurs sortir de là, puis tu fais comme... Mais pourquoi la direction artistique du cover et du matériel ne sont pas reliés quand pour revenir à Abomination, on est dans le du début jusqu'à la fin. Là, on le sent, la thématique. Puis moi aussi, puis pourtant, j'ai vraiment bien aimé la mécanique, le choix des options. Il y a un peu de tout. Là, on peut vraiment le comparer à plusieurs autres jeux. Mais le choix d'un golem, puis moi, quand je pense à un golem, je me rappelle un des Diablo 1, 2, qui est un jeu vidéo qu'on déplaçait un golem un peu avec des cordes, là, puis il y a vraiment un aspect de si ton golem s'en va trop loin, puis tu l'échappes, là tu vas payer en fin de compte, là, tu vas perdre des points ou quoi que ce soit. Là. Moi aussi, je suis mitigé. Je veux pas dire que je l'ai pas aimé, j'y rejouerais, mais il n'est pas dans le haut de ma liste nécessairement. Là. Parce qu'il a perdu. S'il avait gagné, il aurait. Un autre de même, Caroline. Non, mais une fois que la boîte est ouverte, puis que là, on voit qu'il y a plus de couleurs que le thème, on comprend mieux le thème aussi en lisant le livre de règles, là, justement, l'histoire des rabbins, les étudiants, les golems à Prague, etc. Là, ça t'amène un peu ailleurs. Ça te permet d'être un peu plus immergé dans le jeu.
Puis pour le reste, ben, effectivement, du gros rôle. On s'en sort pas. On est là avec les différentes options, les petites billes aussi qu'il faut garder en tête pour certains bonus là, de fin de manche. Moi, de mon côté, je l'ai aimé. Puis je pense pas que c'est parce que j'ai gagné. Je pense que j'ai fini deuxième. Mais bref. Non. Mais c'est un genre de jeu que, tu sais, je pense que plus tu y joues, probablement plus il va monter. Oui. Parce que Ben, il y a beaucoup de choses à prendre à apprendre de ce jeu-là. Là. Tu peux pas tout faire non plus. Il y a trop d'actions pour ce que tu peux faire pendant une partie. Il y a des jeux que, tu sais, voici toutes les options, puis je vais tout faire, je vais tout toucher à tout. Mais ça, c'est un des jeux que je vais juste regarder des X choses, mais je vais être excellent dedans, puis c'est ça qui va me faire ma salade de points. Là. Ce qui est souvent mon défaut. Moi, quand j'essaie le jeu pour la première fois, j'essaie de tout faire. Je veux tout essayer. Ouais. Et ça fait souvent des parties un peu bizarres parce que au lieu de me concentrer sur une ou deux choses qui m'auraient probablement permis de mieux vivre mon expérience, j'ai essayé 20 000 affaires. Je suis comme, c'était le fun, mais je retiens pas mon expérience. Rien accompli. Oui, c'est ça. Puis moi, à l'inverse, quand je joue un jeu de ce genre-là, je vais vraiment prendre une chose, faire comme, OK, je me rends jusqu'à la fin de ça. Je crois que c'était les livres qui étaient à gauche. Oui, les livres. Ça n'a pas été long que je suis monté jusqu'en haut. Puis honnêtement, je ne l'ai pas regretté. Tu sais, je faisais ma partie grâce à cette décision-là en début de partie. Là. Oui, puis j'ai bien aimé la sélection d'actions qui est quand même assez complexe, assez difficile avec. Tu sais, on ne s'attend pas à ça justement en regardant la boîte qu'il va y avoir une espèce de rack à billes. Puis on va sélectionner une bille, puis là, selon le nombre de billes qu'il y a, puis la couleur, ça va nous permettre d'enchaîner toutes sortes d'actions. Puis on a aussi notre rabbin à aller placer une forme de worker placement. Fait en gros, on va faire 3 actions. Puis ça, c'est classique des jeux de cette gang-là. Là, on va avoir comme 12 actions, je pense, dans toute la partie. Là, une affaire comme ça, 12 ou 16. Là, j'ai oublié 1, 2, 3, 4. 4 fois 3. 12 actions dans tout le jeu. Ce qui est vraiment pas énorme, mais chacune des actions que tu vas faire, tu as plein d'options, puis il va falloir que tu réfléchisses comme il faut. Puis je reviens avec l'élément couverture qui est très sombre, très noir. Puis depuis tantôt que je monte le plateau, tout ça, puis il est très coloré, le jeu, étrangement, contrairement à la couverture. Hein. Il est plus beau une fois ouvert que dans l'emballage. C'est un drôle de choix, mais bon. Mais tu vois, moi, la couverture, ça m'attirait. Okay. Comparativement, moi, je m'attendais vraiment à de quoi, un peu à l'abomination, avec la face et tout ça, là, puis avec ton golem que tu construis, mais c'est pas tant ça, mettons. Non, effectivement, c'est assez différent. Là. Le jeu est vraiment plus de type euro. On est moins dans la construction de ton Frankenstein. Là, puis, Fait que faudrait que j'y rejoue à Abomination. Ça fait un bout que j'ai pas joué à ça. À toutes les Halloween, nous autres. Ah ouais? Tu savais qu'il y avait une application, que ça dit les textes. Ouais. Ça lit au lieu que quelqu'un lise la carte, là, puis avec des. On n'en a pas besoin, on a moi. Je vais prendre en note, moi, l'application. C'est le premier épisode d'Abomination. Mais j'ai l'impression qu'on s'entend tous sur Golem à dire qu'on aurait voulu l'aimer plus, que ça soit la couverture qui t'attirait, le gros héros qu'on se sentait interpellé. Mais je sais pas, on dirait. Non, maintenant que la boîte est ouverte, que j'ai joué le jeu, j'y rejouerai. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'ai failli passer à côté parce que la boîte m'avait vraiment pas attiré. Je ne voyais pas où on s'en allait, puis je comprenais pas où notre groupe d'italien préféré s'en allait parce que, on pense à Grand Austria Hotel, on pense à d'autres jeux qu'ils ont fait, Lorenzo, etc. Et compagnie. On est ailleurs, je veux dire, il y a plein de couleurs, le thème est déjà très bien rendu. C'est peut-être juste que Golem, on l'a moins vu, on le connaît moins. Je veux dire, cette histoire-là de Golem à Prague, moi, ça me dit rien d'ouvrir la ligne de règles. Donc, c'est peut-être juste de là que ça. Si on remet ça en perspective, peut-être que le thème est juste sur la boîte, puis c'est nous autres qui s'attendent d'autres choses. Fait que ceux qui cherchent un gros jeu euro lourd dans la série des jeux italiens à la barrage, Teotihuacan et compagnie, vous allez être servis. C'est un thème différent. C'est des mécaniques qu'on connaît, remixées un petit peu. Est-ce qu'il est absolument indispensable? Je pense que ça va dépendre un peu de vous. Là, est-ce que ce thème-là, est-ce que le jeu, les mécaniques sont venus vous chercher particulièrement? Je pense que c'est un parmi plusieurs très bons jeux de type euro de ce genre-là. Donc, les amis, c'est ce qui fait le tour de notre premier en vrac. Déjà, on a passé 7 jeux, tout ça en peut-être 1 heure quelques. Ça a été super intéressant de discuter de ça avec vous. Et je voudrais prendre juste quelques secondes
pour faire un retour sur une vidéo qu'il y a eu dernièrement sur un petit peu le rôle des YouTubers, puis l'élément surconsommation qu'on a avec les jeux. Puis je parle ici de JP avec l'école du jeu. Une très bonne vidéo, bien argumentée. Moi, je vais juste peut-être faire un rappel en terminant, puis vous pourrez en rajouter si vous le souhaitez, de parler un petit peu de notre rôle en tant que de chaîne YouTube, de YouTuber, de vous parler de jeux. L'objectif, évidemment, c'est pas nécessairement de vous faire surconsommer, mais bien de vous renseigner correctement sur les jeux que nous, on a la chance d'essayer en grande quantité. On joue à plusieurs jeux. On finit par connaître bien les thèmes, les mécaniques, les styles de jeu. Et ça nous permet, nous, de vous rendre cette information-là. Et ça va vous permettre, parce que les jeux sont rendus quand même très, très chers, de prendre probablement la meilleure décision pour vous. Et comme on est 4 maintenant, eh bien, ça va vous permettre aussi d'avoir une opinion distincte. On prend Steve qui n'a pas aimé vraiment Golem, alors que ceux qui sont plus style euro, nous, on a bien aimé ça. Bien, ça va vous permettre de vous faire une tête et de dire, ah ben tu vois, moi, je suis plus type euro, je pense que je vais lui donner une chance, je pourrais aimer ça. Ou je suis du type Ameritrash, je vais plutôt essayer un autre jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Achetez tous les jeux. Le message a bien passé ici. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jeff. Je pense que c'est plus d'informer les gens, de donner des sources d'informations. Puis après ça, ben, les gens sont en mesure de voir ce qui les rejoint davantage dans les jeux qu'ils veulent acheter ou juste essayer aussi. Imaginez un monde où est-ce qu'il n'y aurait pas de YouTubers qui ne parleraient pas des jeux. Ben, ça ferait une société de consommation pas informée où que, tu sais, on se présenterait puis je vais acheter la boîte, elle est belle, je vais la prendre, j'ai aucune information sur le jeu, ou je me fie tout simplement à un chiffre sur Board Game Geek qui me dit c'est un 9 sur 10, achète-les. Ouais, ben c'est peut-être pas le genre de jeu que tu aimes parce que, exemple, il y a des dés puis il y a de la chance puis c'est bon pour toi. Donc, ton point, Jeff, est très, très bon. Là. Le but, c'est de donner de l'information aux gens pour qu'ils prennent une décision éclairée lorsqu'ils veulent investir un rein ou deux. Puis ça reste que, tu sais, c'est une passion aussi. Puis on dirait que moi, personnellement, ça m'agace un peu. Tu sais, dans le sens qu'on est tous des adultes. Puis moi, là, tu sais, surconsommation, là, ou pas, tu sais, moi, j'ai le goût de m'acheter un jeu, même si j'en lis beaucoup. Moi, si je fais le bain, après, j'aime ça. C'est un plaisir pour moi. Tu sais, j'aime ça m'installer puis lire mon livre de règles. Pour moi, ça aussi, c'est un plaisir. Tu sais, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise, ben là, fais attention à ta surconsommation. Là. Chris, laissez-moi vivre, là, à un moment donné, puis... achète-en si tu as le goût d'en acheter, puis après ça, ben, surveille tes affaires. Là, puis... Vous avez le droit de gérer votre portefeuille comme vous voulez. Là, ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. Nous, on est là parce que moi, je suis là, je fais une chaîne, puis je suis là parce que j'aime ça, j'aime jouer. Puis après ça, ben, on dit nos goûts à nous, puis dire qu'est-ce qu'on aime. Puis après ça, les gens ils pourront décider s'ils veulent se l'acheter ou pas. Puis faites-vous plaisir. Exact. Mais ce qui est magnifique avec ça, c'est grâce à la chaîne Les Deux Pions, vous allez être très bien informé, mieux informé. Exact. Donc, continuez à nous suivre. Et peut-être en teaser, pour terminer, on pourrait dire un petit peu ce qui s'en vient sur la chaîne, de quoi on va parler prochainement. Moi et Steve, on est en train de préparer une vidéo sur un Kickstarter qui s'en vient cet été, Animal 4 Races. On a reçu aussi plusieurs nouveautés. Je vois ici Skymine, Ultimate Railroad, j'essaie de pointer aux bonnes places, et aussi Steve, que j'ai joué hier soir. J'ai hâte de vous en parler. De votre côté, Danny, Nicole? Il y a Critical Foundation qui s'en vient prochainement. Puis on va avoir l'armée de Terre Cuite. Puis il n'est pas impossible que je me laisse tenter pour vous sortir mes 4 dernières boîtes reçues, la City Collection de Feld, où on reprend certains vieux classiques de ce bon Stéphane Feld et on ajoute un nouveau jeu. Ils sont grosses de même. Hey, on a vraiment hâte. Moi, Feld, là, Nicole, j'ai hâte de vous écouter là-dessus. Steve, tu as reçu aussi un Kickstarter dernièrement. Je pense que tu voulais nous faire un petit déballage ou quelque chose du genre. Oui, je vais vous montrer ça. C'est Scarface 1920 que j'ai reçu et ça fait 2 parties que je joue. Et c'est du solide, thématique très, très, très mafieux. Donc, je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous montrer ça. Hey, c'est-tu normal que je sois excité de nos prochaines vidéos? J'ai hâte. Oui. Scarface, c'est pas celui qui voulait faire avec Harry Potter?
Super. Donc, Ouais, trop violent. c'est ce qui met fin à notre En Vrac numéro 10. Je pense que j'ai dit 11 au début, mais c'est notre 10e En Vrac. Et sur ce, ben, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. On se revoit à la prochaine. Bye bye À tout la le monde. prochaine, tout le monde. Bye. Ciao!